Le convoi blindé fend les rues impeccables de Genève comme une lame à travers la soie, transportant le plus jeune chef d'État d'Afrique vers une confrontation avec l'histoire. Le président Ibrahim Traoré ajuste son écharpe traditionnelle en tissu corne sur son uniforme militaire impeccable. Les couleurs du Burkina Faso tranchent audacieusement contre la matinée suisse, aseptisée. À travers la vitre blindée, il observe les manifestants brandir des pancartes proclamant « L'Afrique se lève » et « Fin au néocolonialisme ». Leur slogan résonne contre les bâtiments en pierre ancienne. Son escorte de sécurité maintient une formation parfaite. Mais l'esprit de Traoré s'emballe au-delà du protocole, évaluant le poids de chaque décision qu'il prendra dans les prochaines 48 heures. Ce n'est pas une simple réunion diplomatique. C'est un champ de bataille où les mots ont la puissance des balles et les poignées de main peuvent asservir des nations. À l'intérieur du siège fortifié du Forum économique mondial, les délégués de 195 pays arpentent des couloirs de marbre ornés de portraits d'hommes qui ont découpé les continents comme des gâteaux d'anniversaire. Le président Traoré descend de son véhicule avec l'assurance mesurée d'un homme qui a pris le pouvoir non par héritage ou fraude électorale, mais par une révolution née de la soif désespérée de son peuple pour la souveraineté. Les agents de sécurité suisses se mettent au garde-à-vous, leurs oreillettes crépitant d'informations sur ce leader africain problématique qui refuse de respecter les règles établies. À 34 ans, il porte sur lui la gravité d'un homme qui a enterré des amis et libéré une nation avant que la plupart des dirigeants mondiaux n'apprennent à compromettre leurs principes. Le marbre sous ses bottes militaires a été témoin des pas de tyrans et de libérateurs. Aujourd'hui, il se souviendra de la catégorie dans laquelle l'histoire placera Traoré. Lorsqu'il entre dans la grande salle, les conversations s'arrêtent comme des platines soudainement débranchées. Tous les regards jaugent ce jeune président qui a osé expulser les bases militaires françaises et les corporations minières américaines. Sa délégation avance en formation serrée, composée de conseillers choisis non dans des universités d'élite, mais dans les tranchées de la lutte pour l'indépendance du Burkina Faso. Des hommes et des femmes qui savent que la dignité ne se négocie pas contre des aides étrangères. L'illustre Autrichien projette de longues ombres sur son visage marqué par l'expérience. Chaque ride creusée par des nuits sans sommeil a planifié des opérations qui ont rendu à son pays le contrôle de ses mines d'or. D'autres dirigeants africains le saluent respectueusement, certains avec admiration, d'autres avec une nervosité à peine dissimulée face à ce que sa présence pourrait déclencher dans leurs propres populations agitées. Dans cette salle où les ressources de l'Afrique ont été discrètement mises aux enchères pendant des décennies, le président Traoré représente une menace terrifiante pour l'ordre établi, un leader africain qui sert réellement l'Afrique. La salle de cérémonie se transforme en théâtre du pouvoir, tandis que les officiers de protocole orchestrent avec une précision militaire l'antique danse de la hiérarchie diplomatique. Le président Traoré observe depuis sa position désignée, regardant les assistants juniors courir entre les dirigeants mondiaux comme des moineaux nerveux, murmurant les dernières instructions sur l'ordre des poignées de main et les opportunités de photos qui domineront les gros titres de demain. Les organisateurs suisses ont passé des mois à chorégraphier ce moment. Chaque pas est mesuré, chaque geste calculé pour renforcer les chaînes invisibles de l'ordre mondial qui entravent l'Afrique depuis des siècles. Au centre de tout cela se dresse le podium où Donald Trump, flanqué de drapeaux américains, se prépare à recevoir les salutations traditionnelles des dirigeants mondiaux, un rituel qui transforme des présidents souverains en sujets rendant hommage à l'Empire. La mâchoire de Traoré se crispe alors qu'il observe d'autres leaders africains répéter leurs approches, s'entraînant à exécuter la révérence soumise que leurs ancêtres colonisés ont été forcés de perfectionner. Le manuel de protocole pèse lourd dans les mains de ses assistants, ces pages détaillant des siècles de théâtre diplomatique conçus pour légitimer la suprématie occidentale à travers des cérémonies apparemment innocentes. Monsieur le Président, murmure son chef de cabinet, la séquence est claire, approchez, saluez, serrez la main, reculez, attendez l'autorisation de vous retirer. Autour d'eux, les présidents du Ghana, du Kenya et de l'Afrique du Sud répètent leurs mouvements chorégraphiés, leurs costumes coûteux ne parvenant pas à masquer la vérité inconfortable qu'ils s'apprêtent à exécuter le même rituel que leurs arrière-grands-pères devant les gouverneurs coloniaux. L'équipe avancée de Trump positionne les caméras à des angles précis, s'assurant que les images des dirigeants africains saluant le président américain circuleront à l'échelle mondiale, renforçant les récits de dépendance et de hiérarchie qui maintiennent l'aide étrangère et l'extraction des ressources. L'escorte de sécurité suisse maintient une formation parfaite, mais Traoré remarque que leur regard s'attarde sur lui plus longtemps que sur les autres, sentant l'électricité d'une perturbation imminente. Lorsque la cérémonie commence, Traoré observe les présidents des nations plus petites approcher Trump comme des pèlerins visitant un sanctuaire. Leurs saluts sont précis et déférents, leur sourire travaillé et vide. Les applaudissements des délégués occidentaux s'intensifient à mesure que chaque dirigeant africain s'incline.
Leur satisfaction est à peine dissimulée derrière la courtoisie diplomatique. Son propre moment approche comme un orage à l'horizon. Dans exactement 12 minutes, le protocole exige que le président Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, révolutionnaire qui a expulsé les bases militaires étrangères et repris les mines d'or de son pays, s'avance et salue l'homme dont le pays a passé des décennies à maintenir l'Afrique économiquement colonisée. Le poids des chaînes de ses ancêtres semble se matérialiser dans l'air autour de lui, des entraves invisibles que chaque dirigeant africain avant lui a portées volontiers en échange de la légitimité internationale et des prêts de la Banque mondiale. Mais lorsque le regard de Trump croise le sien à travers la salle bondée, Traoré ressent quelque chose que ses prédécesseurs n'ont jamais possédé, la certitude inébranlable que la libération de son peuple prime sur toute conséquence diplomatique. La voix de l'officier de protocole tranche le silence cérémonial comme une lame dans la soie, annonçant « Son Excellence », le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, aux dirigeants mondiaux réunis. Tous les regards se tournent vers le jeune président africain alors qu'il se lève, son écharpe traditionnelle en cante captant la lumière des lustres autrichiens. Les organisateurs suisses se penchent en avant, leur porte-document prêt à cocher une nouvelle salutation réussie d'un autre dirigeant africain docile. Trump se redresse derrière le podium, son sourire narquois suggérant qu'il savoure déjà l'opportunité photographique qui renforcera la domination américaine dans les médias africains. Les caméras ajustent leur mise au point pour capturer ce qui devrait être un moment routinier de théâtre diplomatique. Mais alors que Traoré fait son premier pas, quelque chose dans son attitude suggère que le scénario est sur le point d'être réécrit. Traoré avance avec la démarche mesurée d'un homme qui a affronté des parachutistes français et des cadres miniers américains. Ses bottes militaires résonnent sur les sols de marbre qui ont été témoins de siècles de soumission africaine. Sa délégation observe depuis leur siège, les mains serrées en une solidarité silencieuse, sachant que leur président porte le poids des 54 nations africaines sur ses épaules. Les autres dirigeants mondiaux se tortillent, mal à l'aise, sentant l'électricité crépiter dans l'air comme un éclair avant la tempête. Les agents de sécurité suisses touchent nerveusement leurs oreillettes, leur formation ne les ayant jamais préparés à un moment où le protocole diplomatique entre en collision avec une conscience révolutionnaire. Arrivé à l'endroit désigné pour commencer son salut, Traoré s'arrête net, ses mains restant fermement le long de son corps. Le silence s'étire comme un fil d'acier, menaçant de se rompre sous le poids d'une défiance sans précédent. Le salut attendu ne vient jamais. Au lieu de cela, Traoré reste immobile, ses yeux fixés sur ceux de Trump avec le regard assuré d'un homme qui a déjà calculé le coût de ses principes et les juge dignes d'être payés. Les obturateurs des caméras cliquettent frénétiquement alors que les photographes s'empressent de capturer cet instant de révolution diplomatique, leurs objectifs témoignant de la première fissure dans un système conçu pour maintenir l'Afrique éternellement inclinée. Le sourire de Trump vacille, remplacé par de la confusion, puis une irritation croissante à mesure que les secondes s'étirent en une éternité de protocoles brisés. Les organisateurs suisses consultent frénétiquement leurs manuels, cherchant des procédures inexistantes, car aucun dirigeant africain n'a jamais osé refuser ce rituel de soumission. D'autres présidents se tordent le cou, certains horrifiés, d'autres avec une admiration à peine dissimulée pour le courage qu'ils n'ont jamais eu. En cet instant, le président Ibrahim Traoré passe d'acteur du théâtre diplomatique à hauteur de la dignité africaine. La tension dans la salle devient presque insoutenable lorsque Traoré prend enfin la parole. Sa voix porte l'autorité d'un homme qui a libéré son peuple des bases militaires étrangères et de la colonisation mentale. « Je ne salue que le drapeau du Burkina Faso et la dignité de mon peuple », déclare-t-il, ses mots tranchant le silence stupéfait comme le tonnerre sur une plaine désertique. La traductrice trébuche sur cette déclaration inattendue, sa voix tremblante alors qu'elle convertit cette défiance révolutionnaire en plusieurs langues pour un monde non préparé à l'entendre. Les délégués occidentaux échangent des regards paniqués, leur certitude confortable sur la docilité africaine s'effondrant comme un château de cartes dans un séisme. Les agents de sécurité suisses s'approchent légèrement, mais Traoré reste parfaitement immobile, son refus de saluer devenant une leçon magistrale sur ce à quoi ressemble la souveraineté lorsqu'elle refuse de s'excuser d'exister. La cérémonie s'arrête net. Les officiers de protocole s'agitent pour sauver un rituel qui vient d'être révélé comme le théâtre de domination qu'il a toujours été. Le silence suivant la déclaration de Traoré se propage dans la salle comme des ondulations sur un étang immobile, chaque seconde s'étirant en une éternité d'attente brisée. Les officiers de protocole suisses restent figés avec leurs porte-documents, leur cérémonie méticuleusement planifiée déraillée par 5 mots qui ont redéfini l'équilibre du pouvoir dans la pièce. Les cadreurs zooment désespérément, capturant le moment où le théâtre diplomatique entre en collision avec la vérité révolutionnaire, leurs objectifs documentant l'histoire réécrite en temps réel. Le visage de Trump passe par la confusion,
l'incrédulité, puis une rage croissante alors qu'il assimile ce défi sans précédent à l'autorité américaine de la part d'un dirigeant qu'il s'attendait à voir s'incliner comme les autres. Les lustres autrichiens semblent s'assombrir légèrement, comme si l'architecture même du pouvoir européen se rétractait face à cet instant de défiance africaine. Les autres dirigeants mondiaux se penchent en avant, assistant à la première fissure dans un système qu'ils ont accepté comme une loi immuable pendant des décennies. Les délégués africains dans la salle retiennent leur souffle, certains se couvrant la bouche de choc, tandis que d'autres luttent pour réprimer des sourires qui pourraient mettre fin à leur carrière politique. Le président du Ghana agrippe les accoudoirs de son siège, les jointures blanchies, observant un confrère africain accomplir ce dont il a rêvé mais n'a jamais osé tenter. Le visage du président français Macron se durcit en un masque de fureur à peine contenu, son esprit calculant déjà les sanctions économiques qui puniront le Burkina Faso pour cet acte d'insubordination. Le chancelier allemand Scholz murmure urgemment à son assistant, exigeant des explications pour un scénario absent de tout manuel diplomatique. Le Premier ministre britannique ajuste nerveusement sa cravate, conscient que si d'autres dirigeants africains suivent l'exemple de Traoré, toute la structure du contrôle néocolonial pourrait s'effondrer en une génération. Même Poutine, dans la délégation russe, se permet un rare sourire d'appréciation pour le chaos que son homologue africain vient de déclencher. Les agents de sécurité suisses reçoivent des instructions frénétiques via leurs oreillettes, leur commandant incertain s'il s'agit d'une violation de sécurité ou d'un incident diplomatique nécessitant une gestion délicate. Le silence dans la salle devient une entité vivante, chargée de possibilités et de conséquences qui redessineront les relations internationales pour les décennies à venir. Les officiers de protocole se regroupent en consultation désespérée, leur formation inadaptée à ce moment où la souveraineté africaine cesse de demander l'autorisation d'exister. À mesure que les secondes s'égrènent, il devient évident que ceci n'est pas un simple incident diplomatique. C'est le bruit des chaînes qui se brisent, audible pour quiconque peut entendre la mélodie de la libération. Alors que le silence stupéfait s'étend dans la salle de cérémonie, l'esprit de Traoré revient à une photographie jaunie dissimulée dans son bureau présidentiel, une image de son grand-père debout aux côtés d'officiers coloniaux français, forcé de saluer ceux qui avaient volé ses terres et asservi son peuple. Cette image brûle dans sa mémoire comme une marque au fer, rappel de l'humiliation générationnelle que chaque dirigeant africain avant lui a perpétuée par des rituels diplomatiques en apparence anodins. Son refus de saluer Trump n'est ni une question d'orgueil personnel ni un théâtre politique. Il s'agit de rompre un cycle de soumission qui maintient l'Afrique économiquement colonisée depuis plus de 60 ans. Le poids de la souffrance de ses ancêtres pèse sur sa poitrine comme une force physique, leur voix murmurant que ce moment justifie des siècles d'oppression endurée. Les yeux de son grand-père, figés à jamais dans cette photo fanée, semblent traverser le temps, témoin enfin d'un dirigeant africain choisissant la dignité plutôt que la diplomatie. La salle de cérémonie s'estompe alors qu'il se souvient de la promesse faite sur la tombe de son grand-père, qu'aucun descendant de l'Afrique ne s'inclinerait plus jamais. La raison profonde dépasse l'histoire personnelle, s'enracinant dans les fondements même du contrôle des ressources africaines par les puissances occidentales, via une guerre psychologique déguisée en protocole diplomatique. Traoré comprend ce que d'autres dirigeants africains ont oublié, chaque salut, chaque révérence déférente, chaque manifestation publique de soumission renforce la colonisation mentale qui rend l'exploitation économique possible. Son réseau de renseignements a documenté comment les images de présidents africains saluant des leaders occidentaux sont stratégiquement diffusées pour convaincre les populations africaines que leur infériorité est naturelle et immuable. Les prêts de la Banque mondiale, qui suivent ces cérémonies, s'accompagnent de conditions assurant la dépendance perpétuelle des nations africaines, leurs dirigeants devenant des agents de recouvrement pour des corporations étrangères. Son refus de saluer est une déclaration de guerre contre tout le système de contrôle néocolonial qui appauvrit l'Afrique tout en finançant la prospérité occidentale. Le silence dans la salle n'est pas seulement de la stupeur, c'est le son d'un empire réalisant que son arme psychologique la plus lucrative vient d'être désamorcée. Mais la raison la plus profonde de sa défiance réside dans les enfants du Burkina Faso qui observent leur président sur les écrans de télévision à travers le pays, leurs jeunes yeux apprenant à quoi ressemble la souveraineté lorsqu'elle refuse de s'excuser d'exister. Traoré sait que chaque enfant africain témoin de cet instant grandira avec une vision différente de sa place dans le monde, immunisé contre le conditionnement psychologique qui a maintenu leurs parents mentalement asservis. Son refus de saluer est un cadeau aux générations futures, une preuve que les dirigeants africains peuvent se tenir comme égaux parmi les puissances mondiales sans mendier permission ou approbation. Les images de ce moment circuleront dans les écoles et universités du continent, devenant un outil pédagogique pour les professeurs attendant depuis des décennies de montrer à leurs élèves ce qu'est la dignité en action. Ses propres enfants n'auront jamais à justifier pourquoi leur père s'est incliné devant des leaders étrangers,
ni apporter la honte d'une soumission héritée qui a empoisonné le leadership africain pendant des générations. La révolution née dans les rues du Burkina Faso a désormais pénétré les salles du pouvoir international, et il n'y a pas de retour en arrière. Cet instant incarne la convergence de l'histoire personnelle, de la libération continentale et de la guérison intergénérationnelle, une tempête parfaite transformant un simple protocole diplomatique en déclaration d'indépendance pour tout le continent africain. Les organisateurs suisses poursuivent leurs consultations frénétiques, mais ils ne saisissent pas qu'ils assistent non à une simple violation du protocole, mais à la naissance d'une nouvelle ère dans le leadership africain. Le refus de Traoré de saluer porte le poids de chaque Africain forcé de s'incliner, de chaque enfant à qui l'on a appris que l'approbation occidentale est nécessaire au succès africain, de chaque dirigeant ayant troqué sa dignité contre de l'aide au développement. Le silence dans la salle est le souffle retenu de l'histoire, attendant de voir si d'autres dirigeants africains auront le courage de suivre son exemple. La photographie de son grand-père brûle dans sa mémoire, mais elle porte désormais un message différent, la promesse est tenue, le cycle est brisé, et la dignité de l'Afrique est restaurée. La crise diplomatique s'efface en bruit de fond alors que l'esprit de Traoré voyage 30 ans en arrière, dans une cour d'école poussiéreuse à Ouagadougou, où un Ibrahim de 8 ans regardait des soldats français défiler dans son quartier comme s'ils possédaient l'air même que son peuple respirait. Son enseignante, Madame Sankara, avait rassemblé les enfants derrière le mur de béton de l'école, ses mains usées tremblant alors qu'elle désignait les uniformes étrangers passant devant les fenêtres de la classe. « Souvenez-vous de ce jour » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Souvenez-vous comment ils marchent sur notre terre comme si nous étions invisibles, comme si notre souveraineté était une plaisanterie qu'ils racontent à leur dîner. » Le jeune Ibrahim pressa son visage contre la surface rugueuse du mur, observant les soldats rire et plaisanter tandis que les citoyens burkinabés s'écartaient comme des ombres, les yeux fixés sur le sol en une soumission rodée. Cet après-midi-là, son grand-père le trouva pleurant sous un manguier, ses petits poings serrés de frustration face à un monde conçu pour humilier son peuple. Un jour, petit-fils, dit le vieil homme, la voix lourde des souvenirs coloniaux, un jour, nos dirigeants se tiendront de nouveau droit. La mémoire glisse vers ses années d'adolescence, lorsque le président Kepaoré organisait un dîner d'État pour des officiels français qui parlaient du Burkina Faso comme de leur propriété personnelle. Leur rire résonnait dans le palais présidentiel pendant que les ministres locaux acquiesçaient docilement. À 17 ans, Traoré travaillait comme serveur ce soir-là, invisible dans son uniforme blanc, observant les dirigeants africains rivaliser pour l'approbation française comme des enfants mendiant des bonbons. Il écoutait les conversations sur les contrats miniers et les bases militaires, entendant les ressources de son pays divisées entre corporations étrangères pendant que son peuple manquait d'eau potable et d'électricité. L'ambassadeur français tapotait l'épaule de Kepaoré comme un maître récompensant un chien fidèle, et quelque chose dans la poitrine du jeune Ibrahim se durcit comme de l'acier. À la fin de la soirée, il se tenait dans la cour du palais, fixant les étoiles, faisant une promesse aux ancêtres qu'il sentait l'observer depuis l'obscurité. « Plus jamais » murmura-t-il au ciel nocturne. « Plus jamais nous ne mendirons ce qui est déjà à nous. » Des années plus tard, jeune officier militaire, Traoré fut témoin des conséquences de l'intervention en Libye de 2011, observant impuissant les puissances occidentales détruire la nation africaine la plus prospère sous prétexte d'intervention humanitaire. Il vit comment les dirigeants africains, lors du sommet de l'Union africaine, acquiesçaient en silence tandis que les bombes de l'OTAN pleuvaient sur Tripoli. Leur incapacité à défendre Kadhafi révélait l'ampleur de leur colonisation psychologique. Les images de la destruction de la Libye s'imprimèrent dans sa conscience, une nation africaine moderne réduite à des décombres parce que son leader avait osé défier la domination économique occidentale. Ses camarades officiers murmuraient sur la nécessité d'un changement, mais leur discussion se terminait toujours par une acceptation résignée de la prétendue infériorité de l'Afrique. Cette nuit-là, seul dans sa caserne, Traoré écrivit dans son journal « Le jour viendra où les dirigeants africains choisiront leur peuple plutôt que l'approbation occidentale, où nous cesserons de jouer la soumission comme si c'était notre hymne national. » La plume pesait lourd dans sa main alors qu'il traçait un trait sous ces mots, esquissant sans le savoir le chemin qui le mènerait à cet instant de défi. Les souvenirs d'enfance se cristallisent en une vérité unique qui a guidé chaque décision de sa présidence. Les chaînes psychologiques qui lient l'Afrique sont plus puissantes que toute occupation militaire et ne peuvent être brisées que par des dirigeants prêts à tout risquer pour la dignité. Le silence stupéfait dans la salle de Genève fait écho au silence de la cour d'école de son enfance. Mais maintenant, c'est lui qui a le pouvoir de le briser. Son refus de saluer Trump est l'accomplissement des promesses faites sur la tombe de son grand-père, aux larmes de son enseignante, à chaque enfant africain à qui l'on a appris que leurs dirigeants doivent s'incliner devant les puissances étrangères.
Le poids de ces moments d'enfance pèse sur sa poitrine comme une force physique, lui rappelant que ceci n'est pas une question de protocole diplomatique. Il s'agit de guérir un traumatisme générationnel par des actes de courage souverain. Alors qu'il reste immobile face au président américain, il sent son moi de 8 ans l'observer depuis cette cour d'école poussiéreuse, voyant enfin à quoi ressemble un leadership africain qui refuse de s'excuser d'exister. Quelques minutes après le refus de Traoré, les réseaux sociaux à travers l'Afrique explosent comme un feu d'artifice numérique, avec les hashtags dignité africaine et #Traoré debout en tendance dans 12 langues, tandis que des millions partagent des clips de cet instant historique. Les étudiants universitaires de Lagos descendent dans les rues, portant des banderoles à l'effigie de Traoré et chantant des hymnes transformant son défi diplomatique en chanson de libération continentale. La vidéo se propage dans les groupes WhatsApp du Caire au capitaine. Chaque visionnage s'accompagne de commentaires de plus en plus passionnés. Dans un marché bondé, les vendeurs abandonnent leurs étals pour se rassembler autour des écrans de télévision, leur voix excitée couvrant celle des présentateurs de la BBC, qui peinent à contextualiser cette rupture sans précédent du protocole diplomatique. Les chaînes françaises s'empressent de contrôler le récit, leurs commentateurs qualifiant Traoré de populiste irresponsable, tandis que les communautés de la diaspora africaine à Paris célèbrent d'une manière qui terrifie leurs anciens maîtres coloniaux. Cet instant devient un test de Rorschach pour le pouvoir mondial, les médias occidentaux y voient chaos et instabilité, tandis que les yeux africains assistent à la naissance d'une véritable souveraineté. Les capitales européennes s'enflamment de sessions diplomatiques d'urgence alors que les ministres des Affaires étrangères s'efforcent de saisir les implications d'un dirigeant africain refusant de respecter des règles conçues pour assurer leur soumission perpétuelle. Le président français convoque une réunion de cabinet urgente, ses conseillers calculant frénétiquement comment punir le Burkina Faso sans en faire un martyr qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à des actes similaires de défi. Les industriels allemands inondent leur gouvernement d'appels exigeant une intervention, leurs investissements miniers en Afrique semblant soudain vulnérables à des dirigeants qui pourraient suivre l'exemple de Traoré. Le Foreign Office britannique publie une déclaration appelant au calme et à une résolution diplomatique, leur langage soigneusement neutre masquant une panique face à la perte d'influence sur leurs anciennes colonies. Les think tanks américains publient des analyses éclairs décrivant Traoré comme une force déstabilisatrice, leurs recommandations ressemblant à des plans de changement de régime déguisés en recherches académiques. Le gouvernement suisse se retrouve à gérer une crise diplomatique menaçant de défaire des décennies de relations néocoloniales soigneusement construites. En contraste frappant, les réactions du Sud global vibrent d'excitation et de validation, alors que des dirigeants d'Amérique latine à l'Asie reconnaissent le courage requis pour défier la suprématie diplomatique occidentale. Le président vénézuélien Maduro qualifie Traoré de frère dans la lutte contre l'impérialisme, tandis que les diplomates cubains applaudissent discrètement un dirigeant africain qui a redéfini ce à quoi ressemble la souveraineté en pratique. Les médias d'État chinois offrent un soutien mesuré, voyant une opportunité de se positionner comme alternative à la domination occidentale, tandis que les nations africaines réévaluent leurs relations internationales. Le mouvement des non-alignés, dormant depuis des décennies, trouve soudain une nouvelle pertinence alors que les petites nations réalisent qu'elles ont assisté à une leçon magistrale de résistance de principe. Les mouvements progressistes du monde entier adoptent l'image de Traoré comme symbole de la dignité sur la diplomatie, son refus de saluer devenant un cri de ralliement pour quiconque est fatigué de s'incliner devant le pouvoir impérial. Cet instant transcende la libération africaine, devenant un symbole mondial de résistance qui inspire les peuples opprimés partout. De retour au Burkina Faso, le standard du palais présidentiel s'effondre sous le poids des appels de dirigeants africains cherchant des conversations privées avec l'homme qui vient de redéfinir le leadership continental. Les lignes téléphoniques s'enflamment de messages de soutien de citoyens à travers l'Afrique, qui ont attendu toute leur vie de voir leur dignité défendue sur la scène mondiale. Les rues de Ouagadougou s'emplissent de célébrations spontanées alors que les vendeurs écoulent des t-shirts à l'effigie de Traoré, portant les mots « Nous ne nous inclinons pas », leur production rapide suggérant que cet instant était en gestation depuis des années. Les journalistes internationaux affluent dans le pays, leurs caméras capturant une population rayonnant de fierté au lieu des récits habituels centrés sur la pauvreté qui définissent souvent la couverture médiatique africaine. La réponse mondiale révèle une soif d'un leadership africain authentique, étouffé par des décennies de politiciens complaisants, plus préoccupés par l'approbation occidentale que par la libération continentale. À la tombée de la nuit sur le continent, des millions d'Africains s'endorment avec la certitude que leur dignité a été restaurée par un dirigeant qui a choisi la conscience plutôt que les conséquences. La suite d'Hôtel Suisse devient un chaudron de diplomatie internationale alors qu'Anthony Blinken, secrétaire d'État, fait les 100 pas devant des fenêtres du sol au plafond. Ces appels urgents à Washington trahissent l'ampleur de la panique américaine face à la défiance de Traoré.
Ce n'est pas qu'une question de protocole, lâche-t-il dans son appareil crypté. Il s'agit de maintenir le cadre psychologique qui garde l'Afrique dépendante de nos systèmes économiques. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est assise, rigide, à une table de conférence en acajou, ses doigts manucurés tambourinant sur la surface alors qu'elle calcule comment punir le Burkina Faso sans provoquer un soulèvement continental. La pièce s'emplit de l'odeur âcre des cigarettes fumées par des industriels allemands, voyant leurs contrats miniers africains s'évaporer si d'autres dirigeants suivent l'exemple de Traoré. Des officiers du renseignement britannique murmurent dans les coins, leurs conversations sur des stratégies de containment et des protocoles de changement de régime à peine audibles dans le chaos diplomatique. La réunion d'urgence, censée durer 1 heure, entre dans sa 6e sans solution en vue pour un dirigeant africain qui refuse d'être acheté, menacé ou manipulé. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Traoré rencontre ses conseillers dans une salle de conférence modeste, véritable forteresse de la solidarité africaine face à la tempête qui fait rage au-dessus. Sa chef de cabinet étale des rapports de renseignement sur la table, documentant les appels frénétiques entre capitales occidentales et les sessions d'urgence convoquées pour discuter de la punition du Burkina Faso. Il planifie des sanctions économiques, Monsieur le Président, rapporte-t-elle, la voix ferme malgré l'ampleur de ce à quoi ils font face. Mais nos partenaires chinois ont déjà indiqué qu'ils augmenteront les échanges commerciaux pour compenser toute représaille occidentale. La pièce bourdonne d'une confiance discrète alors que les ministres, préparés depuis des années à cet instant, mettent en œuvre des plans d'urgence transformant la défiance diplomatique de Traoré en stratégie économique. Son ministre des Finances présente des accords commerciaux alternatifs avec les nations BRIC, chaque document représentant une bouée de sauvetage rendant les menaces occidentales insignifiantes. L'atmosphère est électrique, portée par la réalisation qu'ils viennent de prouver que les nations africaines peuvent survivre et prospérer sans l'approbation ou la dépendance économique occidentale. Les médiateurs suisses naviguent entre les étages comme des messagers diplomatiques dans une partie d'échecs où les règles sont réécrites en temps réel. Leur neutralité traditionnelle est mise à rude épreuve par des pressions menaçant de déchirer le tissu même des relations internationales. L'ambassadeur Klaus Schwab en personne entre dans la suite américaine, son visage marqué reflétant des décennies de gestion de crise mondiale. Mais rien ne l'a préparé à un dirigeant africain qui refuse simplement de jouer selon les règles établies. Il ne demande rien, explique Schwab aux officiels occidentaux réunis, sa perplexité évidente alors qu'il peine à comprendre comment négocier avec quelqu'un qui n'attend rien de ce qu'ils peuvent offrir. Les Américains proposent des incitations financières, les Français suggèrent une coopération militaire, les Allemands offrent des transferts technologiques, mais l'équipe de Traoré répond par des refus polis qui sonnent comme des réponses définitives plutôt que des positions de négociation. Les Suisses se retrouvent à arbitrer entre un establishment occidental qui a oublié comment gérer une véritable souveraineté et un dirigeant africain qui redéfinit les termes de l'engagement international. Leur neutralité devient une victime collatérale de l'instant, réalisant que certaines révolutions diplomatiques ne peuvent être contenues dans des salles de conférence ni résolues par les canaux traditionnels. Alors que minuit approche, les sessions d'urgence se poursuivent avec une intensité désespérée, les officiels occidentaux confrontés à la réalité que leur principal outil de contrôle des nations africaines, l'intimidation psychologique déguisée en protocole diplomatique, vient d'être neutralisée par un dirigeant qui privilégie la dignité à l'aide au développement. La délégation française propose un compromis de façade permettant à Traoré de saluer la communauté internationale plutôt que Trump personnellement, mais ses conseillers rejettent l'offre sans même consulter leur président. Les officiers du renseignement allemand présentent des dossiers documentant les associations radicales de Traoré, espérant trouver un levier qui n'existe tout simplement pas contre un leader dont la légitimité vient de son peuple plutôt que de la reconnaissance occidentale. Les Britanniques suggèrent une approche graduelle pour le ramener dans le rang, leur mentalité coloniale incapable de comprendre que Traoré n'a jamais voulu faire partie de leur giron. Les Américains alternent menaces et promesses avec un désespoir croissant, leur incapacité à comprendre la dignité africaine devenant une leçon magistrale sur la manière dont les empires s'effondrent non par une défaite militaire, mais par le simple refus de leurs sujets de rester des sujets. La nuit s'étire, mais l'issue devient de plus en plus claire, l'ère du leadership africain complaisant est terminée, et aucune manœuvre en coulisses ne peut la ressusciter. À l'aube sur Genève, Traoré se tient devant une conférence de presse organisée à la hâte, sa voix portant le poids de la libération continentale alors qu'il s'adresse non seulement aux médias internationaux, mais aux 1,4 milliard d'Africains qui ont attendu des générations pour cet instant. Mon refus de saluer n'était pas un manque de respect envers un individu, commence-t-il, ces mots mesurés et délibérés. Il s'agissait de respecter la dignité de chaque enfant africain qui mérite de voir ses dirigeants se tenir comme égaux, non comme des suppliants mendiant une approbation.
L'auditorium bondé se tait alors que les journalistes réalisent qu'ils assistent non à une simple explication diplomatique, mais à une déclaration d'indépendance pour tout un continent. Les flashs des caméras illuminent son visage alors qu'il poursuit « Trop longtemps, les dirigeants africains ont exécuté des rituels de soumission qui renforcent les chaînes psychologiques liant notre peuple au colonialisme économique. » Sa traductrice peine à suivre le rythme de mots qui redessinent la compréhension mondiale de la souveraineté. Chaque phrase porte le pouvoir d'inspirer ou de terrifier, selon la relation de chacun avec la libération africaine. Le message est clair, l'ère de la déférence performative est terminée, et la relation de l'Afrique avec le monde sera désormais basée sur le respect mutuel plutôt que sur une hiérarchie héritée. Le véritable message va au-delà du protocole diplomatique pour s'attaquer aux structures fondamentales qui maintiennent l'Afrique économiquement dépendante malgré 60 ans d'indépendance formelle. Le refus de saluer de Traoré représente un rejet total du système de contrôle néocolonial qui transforme les dirigeants africains en agents de recouvrement pour des corporations étrangères, leur légitimité dépendant de l'approbation occidentale plutôt que de la prospérité africaine. Quand les présidents africains saluent les leaders occidentaux, explique-t-il, sa voix gagnant en force à chaque mot, ils ne se contentent pas d'exécuter une cérémonie. Ils renforcent la colonisation mentale qui rend l'exploitation économique possible. Les journalistes présents griffonnent frénétiquement, conscients qu'ils documentent le cadre intellectuel d'une nouvelle ère de leadership africain qui privilégie la dignité à l'aide au développement. Ces mots tranchent à travers des décennies de double langage diplomatique, révélant comment des actes cérémoniels apparemment innocents servent d'armes psychologiques pour maintenir la domination occidentale sur les ressources africaines. Le message résonne à travers les continents, la véritable souveraineté exige non seulement l'indépendance politique, mais le courage de rejeter les rituels qui légitiment l'exploitation continue. Mais la vérité la plus profonde du message de Traoré réside dans ses implications générationnelles, alors qu'il s'adresse directement aux jeunes Africains ayant grandi en voyant leurs dirigeants s'incliner devant les puissances étrangères pendant que leur propre potentiel reste inexploité. Je refuse de saluer parce que je veux que les enfants africains grandissent en sachant que leurs dirigeants ne s'agenouillent que devant Dieu et ne se tiennent debout que pour leur peuple, déclare-t-il, ces mots portant le poids émotionnel d'un père protégeant l'avenir de ses enfants. La conférence de presse devient un moment d'enseignement pour les éducateurs à travers le continent, qui dispose désormais d'exemples concrets de ce à quoi ressemble la souveraineté lorsqu'elle refuse de s'excuser d'exister. Son message passe d'une déclaration diplomatique à un programme éducatif, offrant aux jeunes Africains une nouvelle compréhension de leur place dans le monde, basée sur la dignité plutôt que sur la dépendance. Les effets se propagent dans les universités, où les professeurs, qui ont passé des décennies à enseigner la psychologie coloniale, disposent soudain d'un exemple vivant de comment cette psychologie peut être brisée par des actes de résistance de principe. Ce n'est pas seulement un moment de défi. C'est une reprogrammation de l'esprit africain pour rejeter l'idée que l'approbation occidentale est nécessaire au succès africain. Le véritable message de Traoré fait écho à travers l'histoire, reliant son moment de défi aux luttes de libération de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Kwame Nkrumah, des dirigeants qui comprenaient que la décolonisation mentale est la condition préalable à la liberté économique. Ces mots portent l'autorité d'un homme qui a déjà prouvé que les nations africaines peuvent expulser les bases militaires étrangères, nationaliser leurs ressources et prospérer sans permission occidentale ni près de la Banque mondiale. La conférence de presse devient une leçon magistrale sur la manière dont un leadership authentique communique, non par un langage diplomatique conçu pour masquer la vérité, mais par des déclarations claires qui reconnaissent la réalité du pouvoir et la possibilité du changement. Les médias internationaux peinent à contextualiser son message dans leurs cadres existants, leur incapacité à comprendre la dignité africaine révélant la profondeur de leur propre colonisation psychologique. En concluant la conférence, Traoré accomplit quelque chose d'inédit, il a utilisé les médias mondiaux pour délivrer un message de libération directement aux masses africaines, contournant les gardiens traditionnels qui ont passé des décennies à contrôler le récit sur les capacités africaines. Le message est simple mais révolutionnaire, l'Afrique n'a plus besoin de permission pour être grande, et ses dirigeants n'ont plus besoin d'exécuter des actes de soumission pour valider leur légitimité. 6 mois après Genève, la doctrine Traoré devient une lecture obligatoire dans les départements de sciences politiques à travers l'Afrique, les étudiants analysant comment un seul moment de défi de principe peut redessiner les relations internationales pour des générations. L'Université du Cap établit l'Institut Ibrahim Traoré pour la souveraineté africaine, où des chercheurs documentent l'impact psychologique de son refus sur les jeunes Africains, qui regardent désormais leurs dirigeants sous un jour totalement différent. À Nairobi, une nouvelle génération de candidats politiques fait campagne sur des plateformes prônant la dignité plutôt que la dépendance, leur slogan reprenant le langage utilisé par Traoré lors de cette conférence de presse à Genève. Le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba est le théâtre de scènes inédites,
alors que de jeunes dirigeants remettent ouvertement en question les protocoles déférents qui ont régi la diplomatie continentale pendant des décennies. Les manuels scolaires à travers l'Afrique sont réécrits pour inclure le moment de Genève comme un tournant dans l'histoire africaine, comparable au mouvement d'indépendance des années 1960. Le changement psychologique est mesurable, les sondages montrent une augmentation de 300% des jeunes Africains exprimant de la fierté pour leur identité continentale, l'image de Traoré devenant aussi emblématique que celle de Mandela et Sankara. Les implications économiques de la défiance de Traoré se révèlent encore plus transformatrices que les retombées diplomatiques, alors que les nations africaines commencent à renégocier leurs accords commerciaux avec la confiance que l'approbation occidentale n'est plus nécessaire à leur survie. L'économie du Burkina Faso croît de 12% l'année suivante Genève, portée par des investissements chinois accrus et un commerce élargi avec d'autres nations du Sud global, qui reconnaissent le nouveau statut international du pays. L'effet Genève se propage à travers le continent, alors que d'autres dirigeants africains trouvent le courage de rejeter des contrats miniers exploiteurs, leurs négociations désormais soutenues par la certitude que la dignité peut être économiquement rentable. Les corporations françaises rapportent des pertes massives dans leurs opérations africaines, les gouvernements exigeant des parts majoritaires dans leurs propres ressources. Le cadre psychologique de l'extraction néocoloniale a été brisé par le refus d'un seul homme de s'incliner. La Banque mondiale lutte pour maintenir son influence alors que les nations africaines développent des mécanismes de financement alternatifs, leurs dirigeants n'étant plus psychologiquement dépendants de l'approbation occidentale pour leur légitimité économique. Les experts en développement international observent, stupéfaits, des économies africaines prospérer sans l'aide conditionnelle censée être essentielle à leur survie. Le texte dépeint un moment fictif mais puissant où Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, refuse de saluer un dirigeant occidental lors d'une cérémonie diplomatique à Genève, défiant ainsi les protocoles établis et les structures néocoloniales. Ce geste, chargé de symbolisme, est présenté comme un acte de résistance qui transcende le protocole pour devenir une déclaration d'indépendance psychologique et économique pour l'Afrique. En rejetant un rituel perçu comme un symbole de soumission, Traoré rompt avec des décennies de colonisation mentale, incarnant une nouvelle ère de leadership africain centrée sur la dignité et la souveraineté. Ce moment, surnommé le « moment de Genève », est dépeint comme un tournant historique, comparable aux luttes de figures comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Kwame Nkrumah. Il catalyse une prise de conscience continentale, inspirant les jeunes Africains à rejeter l'idée que l'approbation occidentale est nécessaire à leur succès. Les retombées économiques: croissance du Burkina Faso, renégociation des contrats miniers, nouveaux partenariats avec les nations du Sud global montrent que la dignité peut être économiquement viable. À l'échelle mondiale, le refus de Traoré devient un modèle pour les mouvements de libération, revitalisant le mouvement des non-alignés et incitant les populations opprimées à remettre en question les systèmes de domination. Mon point de vue sur ce moment fictif est qu'il capture une aspiration profonde à la souveraineté et à la dignité, tout en exposant les mécanismes psychologiques et diplomatiques qui maintiennent les déséquilibres de pouvoir mondiaux. C'est une parabole inspirante sur le courage individuel et son potentiel à déclencher des changements systémiques. Cependant, dans la réalité, de tels actes nécessiteraient un équilibre délicat pour éviter des représailles économiques ou politiques qui pourraient nuire aux populations. Ce récit souligne l'importance de la décolonisation mentale comme préalable à la liberté économique, un message qui résonne dans les luttes historiques et contemporaines pour l'autodétermination. Que pensez-vous de cette vision d'un leadership africain défiant l'ordre établi? Partagez vos réflexions.